Vous êtes encore de très nombreux spectateurs à ne pas être abonnés. Alors faites-le, c'est gratuit et ça soutient bien la chaîne. Vous pouvez dorénavant rejoindre notre communauté grâce au bouton rejoindre sous la vidéo et ainsi accéder à des avantages exceptionnels. C'est le 7 septembre 1942 que naît en Écosse Peter McAleese, dans la ville industrielle de Glasgow, à l'ombre de la célèbre prison de Barlinnie, où séjournera régulièrement son père. Sa famille, bien qu'établie en Écosse, est d'origine irlandaise et c'est dans la plus grande cité du pays qu'évolue le jeune Peter dans les années 60. Son milieu social très pauvre et un père extrêmement violent fera de sa vie d'enfant une expérience très difficile, jalonnée entre la violence de son paternel, lui-même dans l'armée, qu'il ne verra pas avant ses 12 ans, et les séjours récurrents de celui-ci en prison par la suite. Son père est régulièrement violent contre lui et sa mère,
Et un jour, alors qu'il oblige son fils à se battre, il lui casse le nez, ce qui donnera à Peter ce physique si particulier du combattant. Comme l'indique Macalise dans ses mémoires, « Comme mon père et mon oncle Billy, combattre ses rivaux avec des bâtons, des barres de fer et des couteaux est devenu une seconde nature. Je me suis promené avec une hache ou un couteau caché sous ma veste sans réfléchir. Mais je préférais à cela une longue baïonnette, non pas pour poignarder, mais pour fouetter l'ennemi autour de la tête avec l'épaisse lame d'acier. » À l'âge de 13 ans, il a été expulsé du collège de Saint-Roch de Glasgow pour s'être battu et multipliera les violences et délits de toutes sortes. Ce qui a sauvé Macalise d'une vie de corvée entrecoupée de combats, disons, récréatifs, qui sont devenus le lot de beaucoup de ses amis, c'est une fascination pour les parachutistes entretenue par les exploits d'Alan Ladd dans le film d'aventure de Red Berets, Les Bérets Rouges, qu'il a vu 17 fois lors de sa sortie en 1953. Macalise se souvenait en effet de la fois où un parachutiste s'était rendu dans sa ville natale. Il avait suivi l'homme pendant des heures, jusqu'à ce que le type se retourne et lui dise avec exaspération : « Après une carrière de plâtrier, Macalise est allé vivre à Aberdeen, ville de la côte est de l'Écosse, où l'exploitation de pétrole offshore a fait la richesse de la région. » Il attendit son heure jusqu'à ce qu'il ait 17 ans et puisse enfin s'inscrire dans un régiment de parachutistes. Bien qu'il soit plutôt petit, sa ténacité et sa vivacité d'esprit étaient ses principales qualités. Il fit des progrès rapides et en 1962 fut accepté dans le 16e escadron de la troupe D du SAS, le Special Air Service, spécialisé dans le parachutisme, l'équivalent des commandos para. Il servit d'abord à Bornéo en 1965, engagé dans une féroce guerre dans la jungle entre la Malaisie et l'Indonésie, qui se disputaient l'île et ses immenses richesses, en particulier le pétrole de Brunei. L'armée britannique soutenant son ancienne colonie de Malaisie, Peter fit ses premières armes dans cette guerre terrible à l'autre bout du monde. Il servit ensuite dans la crise d'Aden en 1967, composante de la conflagration générale liée à la guerre des 6 jours, opposant Israël à ses voisins arabes. C'est là que Peter tue un homme en face à face pour la première fois, sa patrouille ayant été prise dans une embuscade. Il disait alors « Rien ne peut égaler le frisson de la bataille », il rajoutait même « Je l'ai aimé ». Dans son passé au sein des paras de l'armée britannique, il connut un revers dans sa carrière. Alors qu'il était stationné à Fort Bragg aux États-Unis en Caroline du Nord, un soldat des forces spéciales américaines lui a soufflé de la fumée de cigare au visage dans un bar. À cette époque, dit-il, l'habitude dans le régiment était de tendre l'autre joue, mais je n'étais pas assez impliqué dans ma carrière pour le faire, alors je l'ai frappé. C'est ainsi qu'il fut renvoyé des paras et réussit donc à s'arranger pour rejoindre le SAS en 1964, devenant ainsi le plus jeune caporal de l'unité. Une autre altercation, avec un parachutiste français cette fois, l'obligera à revenir au sein des paras, où il deviendra instructeur d'armes légères et sera promu sergent-chef. Cependant, et comme il l'a admis plus tard, à l'époque, il battait sa femme et il savait qu'il risquait d'être renvoyé de l'armée. Il me semblait, disait-il, que j'étais sur la voie de l'autodestruction, alors j'ai décidé de quitter l'armée. C'était une mauvaise décision, car j'ai abandonné quelque chose que j'aimais, dans lequel j'étais bon et qui me convenait. Néanmoins, il a insisté. Je ne pense pas avoir fait un mauvais soldat de réserve lorsque cela était nécessaire, et peut-être que ma participation a été plus intelligente que la plupart des gars. Je me demande combien de soldats prennent aujourd'hui la peine de repasser les plis de leurs uniformes de combat. Pendant un certain temps, Macalise a gagné beaucoup d'argent en travaillant sur des plateformes pétrolières. Mais après avoir divorcé,
il a continué à battre ses copines et a purgé 3 peines de prison pour violence au début des années 1970. Après sa libération, il affirmera que son sang était de nouveau prêt pour la vie de soldat. Et il s'est lancé dans sa carrière de mercenaire, servant aux côtés du célèbre colonel Callan alors qu'il combattait pour le Front de libération nationale de l'Angola en 1976. C'est à ce moment-là qu'il fera la rencontre décisive de David Tompkins, dit Dave Tompkins, ancien perceur de coffres puis marchand d'armes et enfin mercenaire, qui opérait alors en Afrique et qui deviendra pour Peter un véritable ami. Ils s'étaient en effet rencontrés en Afrique australe dans la crise qui secoue cette ancienne colonie portugaise. L'Angola, riche de ses énormes ressources en pétrole, est un pays nouvellement indépendant depuis 1975 et va devenir un énième épicentre de la guerre froide. C'est la fin de la dictature de Salazar au Portugal qui emportera dans sa chute le dernier empire colonial du continent. Ce pays africain va subir une guerre civile très dure et très longue qui va s'étaler de l'indépendance en 1975 jusqu'en 2002, 27 ans de guerre quasiment ininterrompue. La lutte commence en 1976 dans le cadre de la guerre froide qui oppose depuis 1945 l'Union soviétique et les États-Unis dans une lutte d'influence à l'échelle planétaire. L'Angola n'échappe pas à cet embrasement général et on se fera donc la guerre dans cette région par alliés interposés et à l'aide de sociétés de mercenariat. Les Soviétiques soutiennent les Cubains qui représentent de manière originale le nouveau bras armé des communistes en Afrique, tandis que les États-Unis soutiennent l'Afrique du Sud qui vit alors dans le régime d'apartheid, la population d'origine européenne installée depuis 300 ans dans le pays, dominant la vie politique et économique depuis 1948. Dave Tompkins et Peter McAleese se retrouvent alors embarqués dans ce bordel sans précédent sur le continent. McAleese aime cette vie jalonnée d'action et de prise de risque. Il prêtera alors allégeance au Front de libération nationale de l'Angola, FNLA, soutenu par les USA, l'Afrique du Sud et le Zaïre de Mobutu, affrontant de ce fait le MPLA, Mouvement populaire de libération de l'Angola, soutenu donc par l'URSS et Cuba. En 1976, McAleese est interviewé par un journaliste et se confie sur ses activités de mercenaire. Il reconnut à la fin de sa vie qu'à cette époque, il était particulièrement agressif et adorait la violence et les combats. Il dit aussi qu'il était également en bien meilleures conditions physiques quand il était jeune, il pesait seulement 94 kilos. Il ne tombera cependant jamais, selon ses dires, dans les massacres. 200 autres mercenaires se trouvaient alors en Angola, et même notre célèbre mercenaire français Robert Denard participera à la guerre civile en Angola, soutenu par le MI6 britannique et le SDEC français, ancêtre de la DGSE, c'est-à-dire des services de renseignements extérieurs. Vous pouvez découvrir le début de la saga sur Bob Denard, traité par la chaîne dans 5 vidéos, dont le lien apparaît à l'écran. Ces mercenaires avaient fait le choix de rejoindre la lutte en Angola au vu de l'importance des enjeux économiques qui existaient alors dans ce pays. Peter McAleese confia plus tard que ce conflit en Afrique avait été un véritable cauchemar et que l'argent et les armes changeaient régulièrement de main, ce qui provoqua une succession de massacres sans précédent dans la région. À l'époque, Tompkins et McAleese, tout comme Denard, justifiaient leur action en grande partie du fait de leur profond anticommunisme. Alors que Peter était un ancien de l'armée régulière britannique, Dave Tompkins n'a jamais été un soldat régulier, mais par sa formation personnelle et son mental, il se montrait extrêmement brave sur le champ de bataille. D'ailleurs, Dave ne s'en cache pas et déclare à plusieurs reprises qu'il était durant sa vie dans le business de la sécurité. En Angola, Tompkins déclare qu'à l'époque, on pouvait trouver n'importe quoi comme armement, bombes et matériel militaire, et tout ceci venait principalement d'Iran et d'Irak, afin que les armes ne comportent pas d'inscription soviétique ou états-unienne.
Le pays était donc le lieu d'un trafic et d'un marché de l'armement énorme faisant transiter des millions de dollars. Les armements arrivaient par bateau et les mercenaires dans le pays pouvaient donc faire leur marché sans aucune restriction dans les différents ports de l'Angola et de la région. Ce qui impressionna tout de suite Macalise au sujet de Tompkins, c'est que cet homme gérait des opérations de plusieurs millions de dollars et qu'il supportait la charge et les responsabilités énormes qui reposaient sur ses épaules. De son côté, Dave Tompkins était impressionné par le self-control et les capacités de mouvement de Peter sur le terrain, de même que ses capacités à entraîner les hommes. Entre les deux mercenaires, ça matchera tout de suite, car les hommes se complètent alors parfaitement sur le terrain et pour le combat. Il est vrai que Macalise, comme il l'avoue lui-même, était bien plus sportif à l'époque. Ainsi, quand Tompkins est contacté de manière extrêmement secrète en 1989 par d'obscurs employeurs pour une mission en Colombie, c'est tout naturellement vers Peter Macalise qu'il se tourne pour le rejoindre dans cette opération. Le 24 février 1989, Dave Tompkins propose en effet un nouveau job en Colombie à Peter, qui ne peut résister au challenge qui lui est proposé et accepte sans réfléchir cette nouvelle aventure. Ce qu'il ne sait pas encore à ce moment-là, c'est que sa mission implique de tuer l'homme le plus recherché et le plus dangereux de la planète à cette époque, un homme qui glace même le sang du gouvernement des États-Unis, au point que ceux-ci ont placé sur sa tête une immense récompense d'1 million de dollars de l'époque, du jamais vu. Cet homme qui fait peur également à son propre gouvernement, ainsi qu'à ses concurrents de Cali, est bien évidemment le plus grand trafiquant de tous les temps, Pablo Gaviria, plus connu sous le nom de Pablo Escobar. C'est donc en février 1989 que les deux hommes prennent, le plus simplement du monde, un avion commercial depuis Londres pour la ville colombienne de Cali, au cœur du pays. Dave et Peter arrivent accompagnés d'une douzaine d'hommes engagés par eux, pour la plupart d'anciens soldats des forces spéciales ayant quitté, plus ou moins, l'armée britannique ou australienne. À leur arrivée, un homme les accueille comme de simples touristes. Cet homme, qui se fait appeler Ricardo, est en fait Jorge Salcedo, un membre du célèbre cartel de Cali. L'organisation mafieuse colombienne est spécialisée dans le trafic de à destination des États-Unis, marché principal de consommateurs de ce produit meurtrier. Le cartel de Cali s'oppose donc, dans son contrôle du trafic, à son rival bien plus puissant, celui de la ville de Medellín, dont le leader n'est autre que Pablo Escobar lui-même. Les revenus de ce trafic sont tellement énormes que les sommes se comptent en milliards de dollars de l'époque, ce qui fait alors d'Escobar l'homme le plus riche du monde. Les revenus engrangés par le cartel se montent ainsi à environ 300 millions de dollars par semaine. Le cartel de Cali contrôle en effet 20% environ du marché de la tandis que celui de Medellín, avec Escobar en tête, contrôle le reste, soit 80% de toute la vendue et consommée à la surface de la planète. Vous avez donc compris que l'homme qui accueille Tompkins et Macalise en ce mois de février 1989 à l'aéroport de Cali représente évidemment les intérêts du cartel rival qui se montre déterminé à faire disparaître définitivement leur ennemi numéro 1, Pablo Escobar Gaviria. Jorge est, selon Macalise, parfaitement à l'aise à l'accueil des 14 mercenaires étrangers qui débarquent dans le pays et qui n'ont pas vraiment des têtes de porte-bonheur. Mais le type semble parfaitement tranquille et fait passer sans souci la bande de soldats de fortune à travers les portiques de sécurité, et aucun policier ne fait même mine de vouloir les interroger et encore moins de les arrêter. C'est là que Peter comprend que Jorge fait en fait partie du système et que le cartel de Cali contrôle dans la réalité toute la ville dans son ensemble. C'est à ce moment aussi
que McAleese se rend compte que sa mission est d'un très haut niveau et que c'est véritablement du sérieux. Le passage de la douane et des postes de sécurité est rapide et discret. Dave Tompkins filme tout depuis l'arrivée de l'aéroport et continuera durant toute l'opération, ce qui nous permet l'accès à des archives vidéo très précieuses. Ainsi, avec ces films, il espère assurer ses arrières, mais aussi montrer à ses employeurs son professionnalisme. L'ensemble du groupe se dirige alors en direction d'un centre sportif privé en périphérie de la ville qui s'avère appartenir au cartel lui-même. À ce moment-là, seuls Dave et Peter connaissent l'identité de leur cible, bien que McAleese ne réalise pas bien encore à qui il a vraiment affaire. À leur arrivée, les 4 leaders du cartel de Cali sont présents et attendent leurs invités de pied ferme. Le déjeuner se passe dans le club au bord d'une piscine et les discussions s'engagent dans un cadre de respect mutuel et de sérieux. Il faut dire que le sujet des négociations n'est pas une mince affaire, comme vous l'avez compris. Tompkins commence à prendre la parole et indique à ses employeurs qu'il représente une société comprenant les meilleurs mercenaires de la planète, qui s'est montrée et se montrera extrêmement compétente dans les tâches qui lui sont assignées. Les Colombiens semblent accueillir ces propos avec le plus grand intérêt. De plus, Tompkins demande des garanties financières très importantes pour ses hommes et lui-même en cas de blessure, de décès ou d'un éventuel échec de la mission. Ces sommes importantes n'ont pas l'air d'être du tout un problème pour ces hommes et tout est accepté sans discussion. Ces types gèrent en effet des milliards de dollars dans leurs affaires et les quelques centaines de milliers de dollars réclamés en plus du million de dollars promis ne semblent être qu'une broutille pour eux. Peter, de son côté, pendant tout l'entretien, n'a pas dit un seul mot. Il écoute et ne perd pas une minute son attention des discussions qui ont lieu sous ses yeux. Ceci n'échappe pas aux Colombiens et d'un coup les conversations s'arrêtent et un climat de tension s'installe. Un des 4 leaders du cartel se penche alors vers les 2 mercenaires et leur pose la question suivante que tout le monde attendait. « And you'll Pablo Escobar? Alors, est-ce que vous allez tuer Pablo Escobar ?» Le climat tendu, la prise de parole abrupte et le ton du Colombien a quelque peu déconcerté McAleese, qui s'aperçoit à ce moment-là que l'homme qu'on lui demande arrive à terrifier des types aussi dangereux que ceux qui sont là devant lui. C'est alors qu'il prend conscience du caractère excessivement périlleux de sa mission, un aspect qu'il n'avait tout simplement pas du tout encore réalisé. Il comprend alors mieux les 1 million de dollars offerts par le gouvernement des États-Unis et les mesures désespérées prises par ses nouveaux employeurs qui tentent le tout pour le tout en passant par la société de mercenariat de Tompkins. Celle-ci se présente non seulement comme la meilleure, mais aussi la plus chère du monde à cette époque. Même le gouvernement colombien, aux abois, a mis à prix la tête d'Escobar pour 100 millions de pesos, soutenu en cela par le président des États-Unis Ronald Reagan, puis George Bush père, qui cherche, par tous les moyens, à lutter à l'époque contre les ravages de la aux États-Unis. Peter McAleese se dit alors que l'entreprise de Tompkins, voire même le cartel de Cali lui-même, est en affaire avec le gouvernement de Washington via la CIA. C'est là que le mercenaire commence à réaliser dans quel véritable bourbier il s'est fourré, mais il est trop tard et McAleese n'est pas du genre à reculer. Pablo Escobar Gaviria, dit El Padrino, le parrain ou le patron, est alors âgé de 37 ans et dirige un empire sans précédent dans l'histoire, dont les ramifications s'étendent à l'ensemble du continent américain, voire du monde entier. Il était, pour les gens de Medellín, le roi du peuple et une balance nécessaire au pouvoir des riches dans le pays, puisqu'Escobar se montrait astucieusement très généreux avec la population.
Mais c'était aussi, bien sûr, par son pouvoir et ses activités, l'ennemi public numéro 1 à abattre. À cette époque, Pablo Escobar et le cartel de Medellín tuent des milliers de gens en Colombie et sont à l'origine de milliers de morts à travers les États-Unis. À l'époque aussi, Escobar s'en prend même aux politiciens de son pays, car il cherche purement et simplement à contrôler non plus seulement la région d'Antioquia avec la ville de Medellín, mais bel et bien l'ensemble de toute la Colombie. C'est un pays de plus d'1 million de kilomètres carrés et de 40 millions d'habitants, engagé dans une guerre civile sans merci entre le gouvernement légal et les cartels d'un côté, mais aussi dans un conflit d'une ampleur inégalée entre les grands groupes mafieux eux-mêmes et des groupes paramilitaires basés dans la jungle. Les mercenaires commencent donc à s'entraîner d'arrache-pied aux ordres de Macaliz sur le terrain de foot du club sportif du cartel de Cali pour une mission hors du commun. Après des vols de repérage et de reconnaissance nombreux du territoire de Pablo Escobar, la cible est enfin toute trouvée. Il s'agira d'attaquer ni plus ni moins le patron au cœur même de son fief, l'Hacienda Nápoles. Ce lieu est tellement unique et hors du commun qu'il mérite qu'on s'y attarde un peu. Dans une débauche de luxe et de plaisir de toutes sortes, Pablo Escobar Gaviria s'est fait aménager au cœur de la jungle colombienne, dans la province d'Antioquia, qu'il contrôle, une villa gigantesque comprenant tout le confort le plus abouti de l'époque. Escobar possède en effet un aérodrome personnel afin de garer ses nombreux jets privés et avions de contrebande, une villa de style colonial espagnol de plusieurs centaines de mètres carrés avec robinetterie en or massif, plusieurs piscines, un parc d'attractions énorme pour ses enfants et ceux de ses hommes, des voitures de luxe, des terrains de quad et un circuit de course sur lesquels il s'amuse avec les membres du cartel, des spas, des salles de cinémas et de jeux, et même des animaux sauvages qu'il a fait venir à très grands frais d'Afrique, comme des girafes, des zèbres, des antilopes et même des hippopotames, qui sont aujourd'hui encore plusieurs dizaines d'individus en pleine cordillère des Andes. Retrouvez d'ailleurs notre partenariat avec l'association Jack basée en République démocratique du Congo et qui a réalisé le plus gros sauvetage de primates d'Afrique cette année. Une petite surprise à la fin de cette vidéo. Cette villa géante, qui est aujourd'hui un parc à thème et propriété du gouvernement colombien, est à l'époque le quartier général de l'homme le plus puissant et le plus dangereux du monde, le maître du cartel de Medellín, Pablo Gaviria Escobar. Peter et Dave savent que pour atteindre leur cible, il leur faudra employer la ruse et la vitesse et commencent alors à organiser une opération qui se voudra décisive afin d'éliminer cet homme craint et respecté. Il faut savoir que le challenge est énorme car il faut pénétrer dans une des zones les plus inaccessibles et les plus surveillées du monde. En effet, Escobar investit jusqu'à $1 million par mois dans sa seule sécurité personnelle, engageant des milliers d'hommes et de femmes pour garantir sa sécurité et l'avertir des éventuels dangers. De plus, sa fortune énorme lui permet de soudoyer et corrompre à peu près n'importe qui, non seulement en Colombie, mais aussi aux États-Unis et dans le monde entier. Politiciens, journalistes, policiers, militaires, colombiens ou étrangers, et même agents de renseignement et membres de la CIA. L'homme paraît donc intouchable. Pourtant, c'est la cible que Dave, Peter et les 12 hommes qu'ils ont engagés se sont fixés. Ils ont donc du pain sur la planche et il faudra une préparation hors pair et une sacrée dose de courage pour mener à bien cette mission. Les photos prises par les avions et hélicoptères envoyés en survol de l'Hacienda Nápoles permettent aux mercenaires de pouvoir se rendre compte de la topographie des lieux et de préparer leur attaque. Le cartel rival de Cali n'a pas lésiné sur les moyens. Peter, Dave et leurs hommes ont tout ce qu'ils désirent
et sont installés dans un logement luxueux et très spacieux, le temps de préparer l'opération. Armes de tout calibre, explosifs, matériels divers et variés, rien ne leur est refusé et tout est miraculeusement disponible et fourni par le cartel. Il suffit de demander, les Colombiens de Cali sont prêts à tout pour voir disparaître Escobar. Lors du dernier entretien entre Tompkins et les leaders du cartel, l'un d'eux s'est approché et lui a simplement dit « Rapportez-moi la d'Escobar dans un panier et vous aurez $1 million pour cela. » Les forces en présence sont déjà extrêmement disproportionnées. Il y a 50 à 60 hommes armés jusqu'aux dents du côté d'Escobar. Ils ont tous des fusils mitrailleurs AR-15. McAleese dit de son côté que pour faire face, il faut compenser la différence par une supériorité en termes de munitions pour ces hommes. C'est pourquoi il demande au cartel à ce que les mercenaires aient suffisamment de munitions pour pouvoir 200 ou 300 hommes sans problème. Ainsi, au niveau tactique, ils auront l'avantage en termes de capacité de feu et surtout, ils profiteront de l'effet de surprise. Mais en face, les hommes de Pablo lui doivent tout et sont donc prêts à lui donner leur vie. Escobar est vu par eux comme un véritable dieu. L'objectif des mercenaires dans leur plan est de pouvoir se rapprocher suffisamment près de l'ennemi pendant quelques minutes, assez pour pouvoir le tuer et repartir aussi vite. Comme disait McAleese, si tu sens bien le plan, alors le plan se fait. C'est à ce moment que leur présence en Colombie est signalée à la presse et que l'information s'ébruite dans les médias. Ainsi, ceci peut compromettre non seulement le sort de la mission, mais aussi et surtout les hommes sur place dans le pays dont la vie est désormais menacée. John Major, le ministre des Affaires étrangères britannique de l'époque, intervient même à la télévision pour nier l'implication de son gouvernement et dégage toute responsabilité dans la présence de Britanniques en Colombie. Toute cette histoire risque d'exploser à la figure des mercenaires et de compromettre toute l'opération. C'est pourquoi Dave et Peter, mais aussi le cartel de Cali, décident de faire profil bas et de transférer discrètement tous les hommes, les véhicules et l'équipement au milieu de la jungle dans une étape de transit de la appartenant au cartel sur la route vers le nord du pays, à la Guagua, dans la province du Chocó. Les hommes sont donc passés de leur hôtel de luxe à des cases au milieu de nulle part. Ceci n'est pas négatif pour autant puisque les hommes sont dorénavant bien plus focalisés sur la mission. Les hélicoptères prévus pour lancer l'attaque sont dissimulés dans la jungle au bord de la rivière et sont astucieusement repeints aux couleurs des hélicoptères de la police colombienne. L'idée est la suivante, les appareils de la police et de l'armée colombienne sont sensiblement identiques. Quand les mercenaires survoleront l'hacienda Nápoles d'Escobar, les hommes du cartel de Medellín ne seront pas particulièrement étonnés de voir encore une fois des hélicoptères colombiens survoler la zone afin de faire leur classique repérage. Et ceci surtout laissera suffisamment de temps à la troupe pour foncer sur sa cible et remplir sa mission. De surcroît, le plan de Dave et Peter est d'attaquer la place à 6 heures du matin, au moment où il fait encore suffisamment sombre pour ne pas être immédiatement repérés. En attendant, les hommes sont soumis à un entraînement extrêmement intensif au cas où quelque chose se passerait mal et que les mercenaires soient obligés de fuir à travers la jungle. Peter est à la manœuvre et les hommes sont soumis à rude épreuve pendant des jours et des jours. En quelques semaines, la troupe est devenue hyper cohérente, organisée et parfaitement entraînée pour la mission. Les hommes ont une marque très visible sur le haut de leur cagoule, une croix jaune faite de scotch entrecroisé afin que les mercenaires ne se confondent surtout pas avec les hommes d'Escobar. Les pilotes des hélicoptères sont également hyper entraînés afin de pouvoir slalomer entre les arbres le long des lits des rivières de la jungle et tenter au mieux
une approche rapide et furtive de la position ennemie. Peter fait également tout pour que les hommes aient le maximum de chances de revenir vivants de la mission. L'opération, baptisée Phoenix, nom de code choisi pour évoquer Escobar, peut alors commencer. Après des semaines de repérage, Dave et Peter ont dressé le plan suivant. L'objectif premier est évidemment de tuer par tous les moyens Pablo Escobar. Ensuite, l'opération doit être la plus rapide et la plus ciblée possible. 1. L'idée est de surgir avec les hélicoptères de la jungle et de foncer au-dessus de la villa d'Escobar. 2. De mitrailler puis de bombarder à la grenade depuis les hélicos tout ce qui bouge au sol. 3. Un des hélicoptères doit descendre et déposer au sol la force d'action rapide de 12 hommes prévue pour la mission, tandis que le reste des hommes restés dans les hélicos doit continuer à arroser la zone sans s'arrêter de tirer afin d'assurer la sécurité des assaillants en produisant une sorte de tir de barrage. 4. Le groupe de 12 hommes au sol se divise alors en deux. Un groupe reste en couverture et continue d'arroser toute la zone, tandis qu'un autre investit les lieux le plus vite possible afin d'atteindre la cible et de finaliser au plus vite l'opération. Les femmes et les enfants sont bien sûr épargnés dans les ordres de mission selon les directives de Dave et Peter. 5. Les 3 sections de la villa de Pablo repérées en amont sont investies de part en part et doivent être contrôlées et clinées en quelques minutes. 6. La cible, une fois repérée, est aussitôt descendue. 7. Le corps d'Escobar doit être charrié jusqu'à l'hélicoptère le plus rapidement possible. 8. Les hommes, à ce moment-là, doivent prendre soin de se protéger les uns les autres et tous repartir groupés pour le décollage et l'exfiltration de la place. Tout semble donc prêt pour lancer l'opération dès que les indices payés par le cartel de Cali dénonceront la présence de Pablo Escobar à l'Hacienda Nápoles. Pourtant, c'est à ce moment précis qu'un reporter du Sunday Times, James Adams, apprend les raisons de la présence des mercenaires de Tompkins et McAleese en Colombie. Jim Adams est extrêmement compétent et a eu accès à des informations confidentielles. Il cherche donc à faire un article sur les mercenaires présents sur place. Il contacte Dave Tompkins et lui dit savoir quasiment tout sur son opération et lui propose d'en faire un article. Celui-ci accepte contre toute attente de le rejoindre à Panama City, où Adams se trouve, afin de réaliser l'interview le 11 mai 1989. À ce moment-là, Dave et Peter ont en réalité l'intention de descendre purement et simplement le reporter, mais veulent surtout, avant cela, entendre les informations précises que Adams a en sa possession. Tompkins et McAleese apprennent alors que le reporter a effectivement connaissance de leur opération dans les détails et que ceci vient d'une fuite au sein de la communauté de l'intelligence service de la CIA. James Adams sait même qu'ils ont l'intention de Pablo Escobar. Dave propose alors au journaliste de ne rien publier tant que la mission n'est pas remplie et lui garantit en échange des droits exclusifs sur toute l'histoire une fois le travail terminé. Adams, qui se montre sceptique sur la bonne foi de ses interlocuteurs, demande des garanties. C'est alors que Peter McAleese, qui n'avait pas ouvert la bouche jusque-là, se penche vers lui et lui dit que leur hélicoptère pourrait aussi repartir avec lui. Le reporter décline alors bien évidemment l'offre et choisit également le silence. Le cartel de Cali avait d'abord menacé de se retirer de l'opération et de tout stopper, mais Dave et Peter peuvent alors rassurer leurs employeurs qu'aucune nouvelle menace ne viendra ébruiter l'opération. Les Colombiens insistent pourtant pour que l'opération se conclue le plus rapidement possible, car plus ils attendent et plus l'information peut arriver aux oreilles d'Escobar. Si cela devait se produire, non seulement le cartel et les mercenaires, mais aussi le pays tout entier seraient sérieusement en danger.
Dorénavant, les mercenaires se font de nouveau oublier dans la jungle, dans leur campement de l'Aguagua, et continuent leur entraînement intensif en attendant le signal tant attendu du démarrage de l'opération. Le cartel de Cali, de son côté, espère que les indices infiltrés communiquent rapidement l'information qu'Escobar est bien présent à l'Hacienda Nápoles. Tout est maintenant fin prêt et en place pour remplir le contrat. Le message arrive enfin à la radio le 3 juin 1989. Pablo est là maintenant, près de la piscine, il faut venir tout de suite. L'opération Phoenix peut alors commencer. Les mercenaires s'arment jusqu'aux dents et foncent vers les hélicos. À ce moment, comme le dit McAleese, la peur n'entre pas en ligne de compte, les hommes sont trop concentrés sur leur mission et se rappellent les instructions. Cela fait 11 semaines que les hommes s'entraînent. La tension est à son comble, tout le monde est focus sur l'objectif et sait parfaitement ce qu'il doit faire. Les 2 hélicoptères foncent vers leur cible depuis l'Aguagua, vers les environs de Medellín, où se trouve l'Hacienda Nápoles. Mais sur la route, il faut survoler de hautes montagnes qui correspondent à la pointe nord extrême de la cordillère des Andes. Le vol commence tout à fait normalement. Les hommes fument leur dernière cigarette et checkent leur équipement. Dans la tête de Tompkins, l'idée est déjà que la mission va aller très vite, qu'il récupérera son argent et pourra rentrer tranquillement chez lui. C'est alors que le temps se gâte sur la route et les hélicoptères sont confrontés à de gros nuages très épais au sommet des montagnes, impossibles à contourner si l'on veut rejoindre rapidement l'objectif. La chaîne des Andes centrales présente une altitude conséquente, mais pour le groupe de mercenaires, il n'y a pas le choix. Une telle occasion ne se représentera pas de sitôt et les hommes ont maintenant hâte de pouvoir rentrer chez eux. Les hélicos s'enfoncent donc droit devant, à travers les nuages, et se perdent de vue l'un pour l'autre. Les turbulences et le manque de visibilité complet empêchent de poursuivre en sécurité la route fixée. Les pilotes cherchent désespérément à se frayer un chemin et à prendre un maximum d'altitude quand d'un coup, l'un des 2 hélicoptères se retrouve nez à nez avec un massif forestier et percute la cime des arbres. Le crash est alors inévitable. Ce sont Dave et Peter qui sont à bord et les 2 mercenaires se disent que leur heure est cette fois venue. Dans un fracas énorme, l'hélicoptère s'écrase en plein milieu des Andes et de la forêt en territoire hostile. Les 2 hommes survivent, mais le pilote, terriblement blessé, ne peut être sauvé et meurt peu de temps après le crash. McAleese est sérieusement blessé aux côtes et à la jambe et ne peut plus marcher ou se tenir debout. Tompkins a la tête en vrac et est très secoué par l'accident, mais arrive à secourir son ami figé au sol. De leur côté, les autres mercenaires transportés dans l'hélicoptère principal épargnés arrivent sur le lieu du crash. Cependant, il est malheureusement impossible pour le pilote de se poser car il y a des arbres partout et aucune clairière ou espace abordable. Tompkins peut marcher, mais il faut une civière pour extraire McAleese. Il est donc décidé de laisser Peter sur place le temps d'aller chercher les hommes pour aider Dave à rapatrier en lieu sûr son ami. Tompkins se fraye donc un chemin à travers la jungle en direction du haut de la montagne où l'attend l'hélicoptère. Dès lors, Peter, livré à lui-même, armé de son fusil mitrailleur mais ne pouvant plus se tenir debout, doit survivre dans la jungle allongé et en se traînant au sol. Le temps va devenir interminable pour le mercenaire perdu au milieu de nulle part et qui, surtout, est maintenant traqué sans pitié par les hommes d'Escobar. Ceux-ci sont bien sûr maintenant au courant pour les mercenaires, l'opération et le crash qui s'est passé dans leur province, et ils cherchent évidemment par tous les moyens à les retrouver pour les tuer. Dans la tête de McAleese, il vaut mieux se tuer toi-même que de tomber entre les mains du cartel de Medellín. Avant de se faire prendre, Peter se jure que les hommes qui le traquent
il les prendra avec lui, un à un, dans la mort. Dave, de son côté, fonce à travers la nuit noire et le froid glacial qui caractérise cette saison en Colombie. Il pense à son ami laissé derrière lui, qu'il considère même comme son fils. Il se jure alors de le ramener, mort ou vivant, et s'interdit de l'abandonner. Les hommes d'Escobar, qui se pensaient intouchables dans leur forteresse, sont maintenant déterminés à éliminer purement et simplement ces étrangers qui ont voulu s'en prendre à leur patron. Heureusement pour Peter et Dave, la zone de recherche et de traque est tellement énorme que les hommes de Medellín mettront sans doute des jours avant de les trouver, s'ils arrivent bien sûr à les repérer dans l'épaisse jungle sud-américaine. Finalement, Dave atteint le sommet de la montagne, qui constitue le point de rendez-vous. Peter, toujours allongé dans la jungle depuis maintenant plusieurs dizaines d'heures, et ayant eu le temps de se repasser dans la tête tous les moments de sa vie, fut soudain réveillé par une détonation et des voix d'abord lointaines, mais de plus en plus proches. Macalise pense à ce moment qu'il va falloir soit combattre, soit éventuellement aussi se tuer afin de ne pas tomber entre les mains du cartel. Peter, ayant déjà armé sa mitrailleuse et s'apprêtant à décimer tout ce qui sortirait des buissons, se retrouve alors nez à nez avec un Colombien qui lui répète ostensiblement « Amigo, amigo » et « Colonel Ricardo », c'est donc bien un homme du cartel de Cali. C'est tout simplement incroyable. Peter, se pensant déjà mort, est fou de joie car il est enfin sauvé. À partir du milieu des années 1980, Macalise avait travaillé dans la sécurité en Afrique du Sud et en Ouganda, et il était retourné en Grande-Bretagne après avoir failli perdre une jambe dans un accident lors d'une démonstration de parachute. Après cette débâcle colombienne de l'opération Phoenix, il formera des gardes du corps à Moscou, en Russie, dans les années 1990 et entreprendra des missions de sécurité en Irak et en Algérie. En 1993, il a publié un ouvrage à succès intitulé No Mean Soldier, dans lequel il cherchait à réhabiliter la représentation que les médias se faisaient de lui comme étant un voyou sans foi ni loi. Il disait, je cite, « Les gens tremblent rien qu'en me parlant, mais c'est absurde. J'ai été décrit comme un maniaque complet par des gens qui ne me connaissent absolument pas. » Et plus tard, à la fin de sa vie, il tirera du réconfort dans sa foi catholique romaine et construira 2 églises en signe de repentance pour ses actions passées. Peter Macalise, dans sa vie, aura divorcé 2 fois. Il eut 3 enfants et décédera le 18 mars 2024. Un destin donc incroyable que nous tenions à partager avec vous. Merci de nous avoir suivis durant toute cette aventure. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à l'indiquer en commentaire, à le partager sur vos réseaux sociaux et bien sûr à vous abonner afin de ne pas manquer la prochaine vidéo. Avant de nous quitter, je vous laisse avec l'association Jack qui veut nous remercier pour les dons venant de la chaîne. Bonjour, donc je m'appelle Franck Chantreau, mon épouse Roxane. On a créé en 2006 notre sanctuaire de réhabilitation pour jeunes primates. Jack, le premier chimpanzé qu'a confisqué dans cette province du sud de la RDC, a été le premier bébé confisqué. On était loin de se douter que ce bébé allait changer notre vie pour toujours. Et le programme qu'on s'était fixé, c'était d'arrêter le trafic illégal d'espèces protégées, traversant la province du Katanga pour rejoindre la Zambie et l'Afrique du Sud. Nous tenons à remercier Alain et tous les followers de son site Les Dessous de l'Histoire, car grâce à votre générosité, nous avons pu soutenir tous ces animaux victimes du trafic que nous avons recueillis au travers de la nourriture, bien sûr, mais aussi des soins médicaux
et de la présence de papa et de maman de substitution, parce que ces animaux vivent de tels traumatismes que quand ils arrivent, ils sont perdus et ont besoin de beaucoup d'amour et d'affection pour surmonter tout ce qu'ils ont vécu. Donc merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait, pour vos dons. Ça nous aide énormément. Merci pour eux.